On va les nourrir comment? À part brigander les Ivoiriens, on peut nourrir tous ceux qui ont levé le président Laurent Gbagbo au pouvoir comment? Mon vieux, il est là. Allô? Oui. C'est comment? Ouais. On dit quoi? Attends, je vais... Oui. Voilà, j'ai reçu 10 minutes de restriction, donc du coup, ça va finir maintenant là. Il me reste 6 minutes. Voilà, pendant que les gens fait mon allocution, ils ont signalé le live, donc du coup, tu connais. On dit quoi, mon vieux? Il n'y a pas de problème, le temps que je... Voilà. Tapotez, les gars, tapotez, les gars. Aujourd'hui, là, on va poser des questions. Donc, je disais, le président Koudou Laurent Gbagbo, quand il était au pouvoir, il y a des actions que le président Laurent Gbagbo ne pouvait pas se permettre. Pas qu'il n'a pas eu de propositions. Hein. Il a eu des propositions. Si le président Laurent Gbagbo voulait vendre la Côte d'Ivoire, il allait vendre la Côte d'Ivoire moins cher. Si le président Laurent Gbagbo voulait signer des pactes de non-agression, il allait avoir vraiment tout à sa disposition. Mais malgré la crise en Côte d'Ivoire, mais le président Laurent Gbagbo n'a jamais baissé son pantalon devant quiconque. Il est resté toujours droit dans ses bottes. Mais aujourd'hui, là, ça fait 15 ans aujourd'hui. Ça fait 15 ans que nous sommes aujourd'hui dans le gouvernement de Draman. Mais, oh là là. Allô? Donc du coup, je disais que si aujourd'hui il y a des casses et que ces casses-là ne sont pas réglementées, ne sont pas régulées, mais qui permet ces casses-là à Abidjan? Et c'est pour quel but? Moi je veux savoir. Pourquoi laisser les gens avoir leur ACD, payer des impôts, et puis un bon matin, apparaître dans leur vie et détruire leur domicile, sans dédommagement, sans leur prévenir, sans même dire à ces gens-là que, ah, vraiment, nous avons construit des logements, sauf que dans ces zones-là, où vous êtes là, c'est des zones insalubres. Et on vient comme ça, on détruit la vie des Ivoiriens. Et le président de la République, bon, le soi-disant président de la République, qui est assis au pouvoir, ne fait même pas un communiqué. Il ne prend même pas la parole sur la misère qui se passe actuellement. Est-ce que vous pensez que le président Alassane Ouattara n'est pas au courant de ce qui se passe à Abidjan? Mais pourquoi il ignore? Pourquoi il ignore royalement ce qui se passe à Abidjan? Moi, je me pose beaucoup de questions. Parce que depuis lors, il n'a même pas encore... Il reçoit des gens dans son palais. Mais il n'a même pas encore répondu ou bien adressé un message à ces Ivoiriens qui ont été déguerpis. Quel est ce silence-là? Que cache ce silence? On va venir me dire que Côte d'Ivoire a gagné. Moi, je m'en fous de Côte d'Ivoire a gagné. Parce que si demain Abidjan est vendu là, c'est que mon Danané sera vendu demain. Parce que s'ils ont fini de tout vendre à Abidjan là, ils vont attaquer notre ville. Attends. Non, il reste 1 minute. Il reste 1 minute. 1 minute 12 minutes. 1 minute 12 et puis ça va faire. Tu allais rien le match ou bien? Dès qu'il a commencé à mettre en restriction 10 minutes, il a dit ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas santé.
Que voilà, ça Le comme match ça. est 19h, non? Hein? Le match est 19h. Ouais, 19h. Donc, il y a toutes ces questions-là que je me pose. Et je me dis, l'État ne peut pas poser une action dans ces temps-là, tout en sachant qu'il y a la coupe du Monde, il y a les examens, il y a la saison des pluies, et puis l'État va rester silencieux, sans même dire un mot aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui se cache réellement qu'on ne dit pas aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils refusent de nous exposer? C'est pour ça que j'ai fait appel à Gbagbo Koné. Parce que moi, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la science infuse. Mais je sais que l'objectif de ce gouvernement-là, c'est de nous faire passer à autre chose. C'est pour ça que le président Alassane Dramane Ouattara refuse de prendre la parole publiquement. Quel président? Faut pas mélanger les choses. Ah, ok. Ok. Ça c'est un brigand. Faut dire le brigand. Ah, okay. Il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. C'est pas président. Okay. D'accord. Moi, j'ai tendance à l'appeler voyou ici, mais tu sais, on m'a dit d'arrêter ça parce que ça fait pas propre. Ouais, l'unique pour l'appeler voyou. Hein, non, c'est pas comme ça. Lui qui dit que ça n'est pas propre là, il a créé et puis il va l'appeler président. Voilà, c'est tout. Faut pas gérer les déshydratats des gens. Ok, d'accord. Bonsoir le camarade Gbagbo Koné. Bonsoir camarade. On dit quoi, ça va? Ça va. C'est comment? On dit quoi? Ça va bien depuis ta position là-bas? Parce qu'on attend le RDR nous sortir des choses ici pour dire le camarade Gbagbo Koné aujourd'hui, il est en souffrance au Burkina. Oui, il devient ceci, que parfois ils te voient dans les rues là-bas, ils ont pitié, que non, tu as quitté la France, ta vie devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce qui se passe réellement dans la vie de notre très cher Gbagbo Koné? Vraiment, parce que moi, j'admire ton courage. Hein. Mais le RDR nous sort aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu ta photo qu'ils ont sortie là. Regardez sa photo quand il était à Paris. Et puis regardez aujourd'hui comment il est devenu. Tu vois, comment tu vas au Burkina là-bas? Et vraiment, est-ce que les choses se passent de façon bien comme tu l'avais prévu? Tout se passe à merveille. Tout se passe à merveille. Selon ce qui a été... Bon, rien n'a été planifié entre guillemets parce que je suis tombé ici en catastrophe. Tu le sais, hein? Mais, je peux te dire, il n'y a pas péril à la demeure. Il n'y a pas péril à la demeure. Tout va bien. En fait, la photo dont tu parles là, la photo à laquelle ils font allusion là, j'étais parti à Bobo Dioulasso, à, comment dirais-je, à la semaine nationale de la culture. Tu comprends, non? Donc, le camarade capitaine Ibrahim Traoré lui-même était là ce jour-là. Donc, j'étais à la tribune officielle avec les camarades. Donc, tu connais, nous, on ne passe pas inaperçu, tu vois. Donc, il y a des camarades qui sont venus faire des photos avec moi, tout. Et puis, il y a un camarade qui est d'ailleurs activiste. Je l'ai constaté il n'y a pas longtemps, il est activiste. Donc, c'est lui qui a pris son appareil et puis il a fait une photo. Il a fait un selfie, d'accord? Et il m'a envoyé. Puis, il y a une dame aussi qui a fait un selfie avec moi aussi. Elle m'a envoyé, tu vois? Et j'ai fait des selfies j'ai fait des photos avec des camarades, tu vois? Donc, je voulais de mon côté communiquer sur l'événement de mon côté, tu vois? Donc, j'ai pris les photos des camarades là, et puis j'ai posté avec les photos que moi j'ai prises et tout. Donc, photo qui n'a pas réussi, qui n'a pas bien réussi là, où l'écran du camarade n'est pas trop zo là. C'est ça qu'ils ont pris pour aller comparer à une de mes photos de Paris là, que j'ai prise je crois que c'était à Rouen. Et ils ont comparé les deux pour dire, ouais, il est en souffrance au Burkina Faso. En fait, c'est leur souhait. C'est leur souhait que je sois en souffrance. Mais malheureusement pour eux, je ne suis pas en souffrance. C'est vrai que les enfants, tout ça me manque et tout, les camarades me manquent, tu connais. Voilà, la rue parisienne me manque, dans le sens de la mobilisation, bien sûr, ça me manque. Mais, Joe, ça va. Il n'y a pas de péril à la demeure, ça va. Je me porte très bien. Tout ce qu'ils disent là, ça c'est des clichés, ça. Voilà, ça c'est des clichés, tout va bien ici. Rassurez-vous, tout va bien. Ok, d'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous, vraiment, l'opposition de Côte d'Ivoire aujourd'hui a été frappée par un 4e mandat obligé. Ça, c'était obligé. Les gens, ils ont fait un passage en force. Voilà. Ils ont nargué les Ivoiriens. Surtout au niveau du PPACI, aujourd'hui, là, comment vous prenez la situation? Est-ce que
est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment affaibli la marche du PPACI du président Koudou Laurent Gbagbo? Parce que je sais que, voilà, tu es dans le secret des dieux. Est-ce que c'est quelque chose qui a affaibli la marche du président Koudou Laurent Gbagbo ou le combat continue? Parce que ce quatrième mandat-là a été vomi par tout le monde, par tous les Ivoiriens. Mais nous sommes dedans. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a affecté le combat du président Koudou Laurent Gbagbo? Parce qu'on entend des spéculations qui disent non, que oui, ils ont abandonné le combat, ils font semblant, ils font tout. Est-ce que ça a affecté le combat du président Koudou Laurent Gbagbo et le cyberactiviste que tu es? Non, tu sais, je vais être franc avec toi. C'est que moi, je suis un homme, je suis franc. Voilà. C'est vrai qu'on a reçu un choc. On a reçu un choc. Et le quatrième mandat, le passage, en force, le braquage de Ouattara là, a montré les limites, d'accord, d'une certaine stratégie qu'on avait mise en place. Ça, c'est clair. D'accord, ça, c'est clair. Parce que si le braquage, quand même, a pu passer, c'est parce que, quelque part, il y a eu des failles. D'accord. Mais, quant à la détermination du président Laurent Gbagbo à lutter contre le quatrième mandat et l'impérialisme, ça n'a pas bougé d'un seul iota. La détermination du président Laurent Gbagbo n'a pas bougé d'un seul iota. Il n'est pas d'accord avec le quatrième mandat et il n'est pas d'accord avec l'impérialisme et il est plus qu'engagé dans le combat. Je ne sais pas si tu as suivi un peu les derniers événements du côté du PPACI. L'élection de la Ligue des jeunes, l'élection de la Ligue des femmes. Tu as vu comment le président lui-même s'est impliqué là-dedans. Tous les communiqués, c'était signé, jusqu'à présent, c'est signé Laurent Gbagbo. D'accord? Il s'est impliqué, c'est-à-dire que personnellement, dans ces élections-là. Donc le président, il est déterminé, il est mobilisé et il est engagé. Donc ça, le braquage ça n'a entamé en rien du tout, d'accord, la détermination du président Laurent Gbagbo. Voilà, donc le président, il est engagé, il est déterminé, il est fort, il est mobilisé et mentalement, il est là, il est calé. Voilà. Donc ça, il n'y a même pas de souci. Et moi, à mon niveau, tu connais, il te disait depuis longtemps qu'il ne fallait pas se focaliser que sur le 25 octobre. Il te disait qu'il fallait regarder ça sur le long terme. Il te disait ça, voilà, il fallait regarder ça sur le long terme. Et c'est comme ça, d'accord, qu'on pourra gagner. Et c'est dans cet état d'esprit-là que moi je suis engagé. Nous, on est sur le long terme en fait. Voilà, parce que c'est un combat, c'est pas contre Ouattara seul. C'est pas contre Ouattara et ses SB seulement. Nous, le combat, c'est contre la France coloniale. C'est ça qui est la vérité. C'est contre la France impérialiste. C'est ça notre combat en réalité. Donc même si Ouattara tombe, c'est pourquoi quand les camarades parlaient de Ouattara et moi, je n'ai pas mis ma bouche dedans. Parce que même si Ouattara meurt, son régime demeure. Or, c'est le régime là, y compris la France, que nous voulons dégager. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, le 25 octobre et tout. Non, nous, on est engagés sur le long terme dans ce combat. Ok, d'accord. Famille, tapoter, partager le live, c'est très important. Tapoter, partager le live, parce que là, nous allons mettre le pied dans le plat. Camarade Gbagbo Koné, aujourd'hui, là, tu assistes à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Normalement, dans notre position d'opposant, on devait bien se réjouir de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais, qu'est-ce qui explique aujourd'hui tous ces déguerpissements, je dirais, arbitraires? Qu'est-ce qui explique ça aujourd'hui? La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens font face aujourd'hui à une guerre de grand remplacement. C'est un processus de grand remplacement qui est enclenché contre les Ivoiriens. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. C'est un processus de remplacement qui est engagé contre les Ivoiriens. C'est une colonisation par peuplement, d'accord, qui est enclenchée contre les Ivoiriens. Ce n'est pas des déguerpissements fortuits, ce n'est pas des déguerpissements, comment on appelle ça, gratuits. C'est un plan qui est en train d'être exécuté par l'exécutant de la France, qui est Alassane Dramane Ouattara, à la tête de notre pays. C'est un plan qui est savamment orchestré depuis belle lurette, qui est en train d'être exécuté contre les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Et si les gens pensent que cela va se limiter qu'à Abidjan, eh bien, ils se mettent le doigt dans l'œil, jusqu'à leur nuque. Tu comprends un peu? Ça là, ça ne va pas se limiter qu'à Abidjan. Parce que c'est un plan
selon les Français, depuis l'ère coloniale, depuis 1900, après 1884, 1885 à Berlin, après la conférence de Berlin, quand les Français ont pris possession de notre pays, avec l'AOF, l'Afrique occidentale française, les Français, vu la potentialité que regorge la Côte d'Ivoire, vu les richesses que regorge la Côte d'Ivoire, tant au niveau géographique, au niveau minier, au niveau de la terre, de la terre fertile, les terres arabes, eh bien, les Blancs se sont dit que la Côte d'Ivoire là ne peut pas appartenir aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire ne doit jamais appartenir aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire doit être toujours la propriété de la France. La Côte d'Ivoire, elle doit être toujours. La France peut se permettre de perdre certains pays de son précaré. La France peut se permettre de perdre certains pays dans la sous-région ouest africaine. Mais la France ne peut jamais se permettre de perdre la Côte d'Ivoire. Ça, là, ils ont écrit ça, signé noir sur blanc pour déposer. Tout président français qui vient doit faire en sorte de déposséder les Ivoiriens de leur propriété, de leur Côte d'Ivoire. Tu comprends un peu? C'est pourquoi ils mènent une guerre culturelle contre nous. Ils mènent une guerre culturelle contre nous. Les histoires de Woubi, là, tout ça fait partie du plan, d'accord, de guerre culturelle contre les Ivoiriens. Les Woubi, là. Il faut envoyer les Woubi pour déconnecter les Ivoiriens de leurs us et coutumes, de leurs mœurs. Pour nous déconnecter de notre culture. Tu vas voir ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, qui a commencé par Abidjan. C'est vrai que ça vise les pauvres à Abidjan, mais ça vise plutôt les autochtones d'Abidjan. Ça vise plutôt les Bidjans, ce qu'on appelle les Bidjans, les Adjans. Ils ont eux que cette guerre d'expropriation vise en réalité. Ils ont commencé par Abidjan. Écoute-moi très bien. Leur plan là, c'est de chasser totalement les Hébreux d'Abidjan. Les chasser totalement d'Abidjan. Et même les empêcher d'installer d'autres villages aux alentours d'Abidjan. C'est-à-dire que si on les chasse d'Abidjan, les Blocos, les Cocody villages, les Adjamé villages, les Abobaoulé, quand on va les chasser là, d'Abidjan, il ne faudrait même plus qu'ils aient un endroit où fonder un autre village. Tu comprends? Pour les disperser totalement dans la nature. Parce que si tu entends que telle génération fait une sortie traditionnelle dans tel village hébreu ou dans tel village bidjan, c'est parce que vous avez un village où vous pouvez vous exprimer, où vous pouvez vous retrouver. Mais si vous n'avez pas de village, est-ce que vous allez parler de fête générationnelle? Est-ce que vous allez parler de sortie générationnelle? Alors, s'il n'y a pas de sortie générationnelle, il n'y a pas de fête générationnelle, il n'y a pas de fête coutumière, alors les gens sont déconnectés de leur culture. Alors, un peuple qui est déconnecté de sa culture est comme un avion qui vole, d'accord, étant déconnecté de la tour de contrôle. Sans transpondeur, sans rien du tout, sans radio. Il navigue, il vole seulement. Et cet avion-là, c'est-à-dire que, comment on appelle ça, cet avion-là va forcément se perdre dans la nature. Donc c'est ça qui est planifié contre les Hébreux, contre les Bidjans et contre tous les Ivoiriens. Parce qu'ils sont en train de faire la chose de façon progressive. Tu comprends? Il faut totalement déconnecter les Hébreux de leur culture. Il faut les disperser dans la nature
pour ne même plus qu'il parle de village. Tu comprends? Donc, c'est ça qui a commencé. Et ça a commencé depuis 2024. Et qui est derrière? C'est la France. Pourquoi la France? Parce que, regarde aujourd'hui, le Liban. Tu vois le Liban là? Le Liban face à Israël. Bon, tout le sud du Liban là, avec le projet du Grand Israël que Netanyahou est en train de mettre en place là, eh bien ça va avaler le Liban. Donc, ces gens-là qui seront chassés là, du Liban là, il faut les réinstaller à quelque part. Tu comprends? Il faut les réinstaller à quelque part. Donc, ils vont les envoyer en Côte d'Ivoire pour les réinstaller en Côte d'Ivoire. Et quand ils vont venir là, en Côte d'Ivoire, eh bien, où ils vont s'installer là, ça sera leur terre. Ça sera leur terre. C'est ça que j'appelle la colonisation par peuplement. Donc, ils vont chasser les autochtones d'Abidjan pour ramener les Libanais qui vont prendre la place des autochtones d'Abidjan et qui seront maintenant les vrais propriétaires d'Abidjan et des Français. Va en zone 4. Va en zone 4 aujourd'hui. Il faut demander qui est propriétaire de zone 4. Mabori zone 4. Il faut demander qui est propriétaire de zone 4. Le Libanais va sortir pour te parler. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de faire progressivement dans Côte d'Ivoire. Donc voilà la réalité. Derrière ces déguerpissements. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Famille, partagez, tapotez le live, c'est très important. Parce que ce qu'il dit, c'est tellement édifiant que j'aimerais que vous partagez le live, que chacun voit le live à 3 personnes qu'il connaît, c'est très important. Et tapotez le live, c'est très important. Parce que, on t'entend parler, nous sommes passés de développement. Parce qu'aujourd'hui, ce que le RDR, le pouvoir de Drama nous vend à longueur de journée, c'est que pour développer une ville, pour développer un pays, il faut vraiment casser des œufs. C'est sur ça qu'on nous emballe. Qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'être développée. Mais pourquoi cet acharnement-là sur les zones à risque, sur les zones appelées zones à risque par le RDR, tout en sachant que ces zones-là existent depuis des lustres, depuis des années? Pourquoi aujourd'hui ils appellent ces zones-là des zones à risque, alors que ces zones-là ont vécu sous la gouvernance de tous les présidents qui sont passés? Et le RDR nous appelle ça le développement et non ce que tu nous racontes aujourd'hui. Pourquoi le RDR vend le développement aux Ivoiriens? Est-ce que le développement là, c'est synonyme d'expropriation? Le développement est encadré par la loi. Eux-mêmes, leur constitution qu'ils ont écrite en 2016, là, leur constitution, eux-mêmes, leur constitution, là, en son article 15. Qu'est-ce que l'article 15 de leur constitution dit? Je vais voir. Si tu peux taper sur Internet, tu vas voir l'article 15 de la constitution de 2016. L'article 15 dit quoi? Le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. Sous la condition d'une juste et préalable indemnisation. Juste pourquoi? Comment tu peux indemniser à juste titre un homme? Pour indemniser équitablement un homme, il faut l'approcher. Tu veux casser sa maison. Là, on ne parle pas du droit international. Hein. On va laisser le droit international d'abord. Tu veux casser sa maison. Tu veux le déplacer. Ça va là? Et puis tu dois l'indemniser à juste titre, selon ses biens, selon la valeur de son terrain, selon la valeur de sa maison, selon la valeur de ses biens meubles. Comment tu fais? Tu l'approches d'abord. Tu parles avec lui. Mon frère, ton terrain là, c'est d'où à où? Ah, mon terrain c'est de là à là. Ok. Bon, comme c'est de là à là, la valeur de ton terrain là aujourd'hui, c'est tel million, c'est 10 millions. Mais comme c'est l'État, champion, pardon, il faut laisser ça à 5 millions pour nous. Est-ce que tu comprends un peu? Et le citoyen discute. Il discute avec toi. Non, moi, il faut laisser à 5 millions, il laisse à 7 millions.
et vous discutez, vous entendez. Ta maison là, qui est là, ta maison qui est bâtie là, bon, ça là, aujourd'hui là, ça c'est 10 000, c'est 5 millions, comme tu sais ça. Et tu discutes avec la personne, et la personne te donne la valeur de sa maison, et vous discutez avec des avocats. D'accord? Quand vous discutez, vous tombez d'accord. Et là, tu lui donnes l'indemnisation qu'il faut. Maintenant, il peut dire, bon, moi, mon terrain là, trouvez-moi un terrain ailleurs. Et puis, donnez-moi tel million. Puis moi, ça va. Tu comprends, non? Parce que ça a partir de discussions qu'on trouve un juste terrain d'entente. Qu'on trouve un consensus, c'est pas ça. Voilà. Donc, c'est ce que la Constitution dit. Que par rapport à l'écrit. Et puis ça doit se faire avant le déguerpissement. On dit, sous la condition d'une juste et préalable. Préalable. Et avant d'aller casser là, il faut d'abord indemniser. Avant d'aller casser, il faut d'abord indemniser. Et c'est ce que le droit international dit. Le droit international n'empêche pas un État de déplacer un peuple ou une population. Tu peux te déplacer. Mais il faut d'abord parler avec cette population-là. Il faut d'abord reloger cette population-là. Il faut d'abord indemniser cette population-là. Il faut aussi dédommager. Parce que dans le transport, dans le déménagement, là, il peut perdre des meubles, des gens peuvent voler, il faut tout ça, il faut dédommager tout ça. Est-ce que le droit international dit? Donc, quelqu'un qui veut développer un pays, là, voilà comment il procède. Le développement, là, ça n'a pas, dans le monde, là, ça n'a pas commencé par Abidjan. Et ça n'a pas commencé par Draman. Avant Draman, il y a eu des présidents. Et dans le monde entier, les exemples sont autour de nous. D'accord? Les exemples sont tout autour de nous. Toi, tu es en France, non? Mais tu vois les cités, là. Ah bon, ces populations étaient ailleurs. Les mairies ont construit des cités pour loger les populations. D'accord? Avec des HLM. Tu comprends, non? Des habitations sociales. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Et Oufé Ouani nous a montré, Bédier nous a montré, quand vous voyez qu'il devait comment on appelle ça, déplacer les gens qui étaient à l'aéroport. Au niveau des Pogoué, il les a envoyés à comment on appelle ça, à Yopougon 2. C'est pas ça? Quand Bédier devait comment déplacer les gens, il les a envoyés à Biabou, au niveau de Dabobo. C'est pas ça? Donc, avant lui, il y a eu des gens. Mais quelle est l'urgence de casser les maisons des gens avant d'essayer de les comment on appelle ça, de les reloger? Quelle est l'urgence? En réalité, ici, l'intention de Draman n'est pas de reloger les gens. Comme je te l'ai dit, c'est un déplacement forcé, d'accord, qui est dirigé contre les pauvres et les autochtones d'Abidjan. Parce que si tu veux les déplacer et que tu vas trouver un terrain pour eux dans la périphérie d'Abidjan et puis tu construis une maison pour eux là-bas, eh bien ils seront toujours à Abidjan. C'est pas ça? Ils vont toujours traîner à Abidjan. C'est pas ça? Donc il faut casser leur maison, les plonger dans un désarroi total au point où ils arrivent maintenant à détester Abidjan et à quitter Abidjan pour aller au village. Voilà ce qui est recherché par Draman. Il faut les terroriser. Même là, j'ai vu une vidéo d'un frère hier. Il est allé à Koumassi Campement. Les gens vont ramasser les ordures dans les dépotoirs pour venir verser sur les gravats. Pour que ça pue. Oui, j'ai vu ça aussi. Et que la puanteur là empêche les populations, les sinistrés de rester sur les gravats, dans les décombres. Pour qu'ils quittent totalement Koumassi Campement et que Abidjan même les dégoûte qu'ils aillent au village. Et pour que les Libanais, les Marocains, avec l'entreprise immobilière de la femme de Draman Ouattara, dont le père était un tortionnaire d'Algériens, viennent construire des buildings pour loger les Libanais, loger les Français.
loger les étrangers. Allez, loger les étrangers. Donc, il faut chasser ces pauvres-là. Pour le peuple qui part d'Abidjan. Tu comprends ce que je viens de dire là? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il n'y a pas d'autre chose. Sinon, est-ce que la femme de Draman n'a pas l'argent pour construire des cités pour les pauvres? Elle a les moyens. Elle a les moyens de l'État, je veux dire. Non, mais laisse les moyens de l'État, elle-même. Avec son entreprise. Elle a les moyens. Mais son entreprise immobilière, c'est son père qui a fondé l'entreprise. Depuis Oufoué, depuis Ouma Bongo. Depuis 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, quand De Gaulle incitait les présidents africains à aller construire en France, c'est-à-dire à aller bâtir la France pour les Français, là. Son papa était au premier plan, d'accord, dans ces, comment on appelle ça, dans ces entreprises immobilières, dans ces constructions-là. Donc, c'est elle que son papa envoyait pour aller chercher les contrats chez le président. La femme de draguer du monde comme ça. Parce qu'elle était jolie. Donc, son papa l'envoyait chez les gens. Donc, ils savent ce qu'ils font. Tu comprends, non? Celle-là, elle est impliquée dans le pouvoir français à un point que toi, tu ne peux pas imaginer. Dominique d'Ivoire. Dominique d'Ivoire, là, s'il y a problème entre Dominique et puis Macron, ça va rester sur pour Dominique. Je ne te parle même pas de Draman. Je ne te parle de Macron. Problème entre Dominique Ouattara et puis Macron, ça va rester sur pour Dominique Ouattara. Mais puisqu'elle est en relation avec la famille de Rothschild, la famille Rothschild, là, elle est en relation directe avec la famille Rothschild. C'est-à-dire que il faut t'amuser. Est-ce que tu comprends ça? Oh, c'est Rothschild qui a fait Macron. C'est Rothschild qui a fait de Macron un président. Puisqu'il travaillait chez Rothschild. Il a volé l'argent. C'est Rothschild qui garde son argent. Macron que tu vois là. Quand il va finir son mandat là, tu vas voir, ils vont le poursuivre. Tu comprends? Donc, si Rothschild dit qu'il faut laisser ça là, Macron va laisser. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Tu comprends? C'est pourquoi, avec le Liban, quand Israël frappe le Liban, Macron il parle, mais il ne peut pas réagir. Parce qu'Israël là, c'est Rothschild. C'est les Rothschild là qui financent la guerre d'Israël. Vous comprenez ça? Voilà. Ce sont eux qui financent la guerre d'Israël. Donc si Macron veut trop parler, il dit, tu dis quoi? Le Liban en protège, tu dis quoi? Ferme ta bouche, il ferme. Donc on lui dit, trouve une place pour les Libanais. En Côte d'Ivoire. Et il va trouver. Il va trouver place pour les Libanais en Côte d'Ivoire. Ça là, ce n'est même pas un truc contre les Libanais. Non, moi, quand le Hezbollah se défend là, moi j'aime leur combat. Allez, vous comprenez? Moi j'aime leur combat. Mais on ne peut pas nous chasser pour vous installer. C'est pas possible. C'est pourquoi quand je vois certains gars qui ricanent de ce qui arrive aux gens à Abidjan, aujourd'hui avec les déguerpissements, j'ai pitié pour eux. J'ai pitié. Parce que tu te moques des gens. Parce qu'on casse leur maison. Mais ça arrive avec toi. Je ne dis que c'est une guerre de remplacement des Ivoiriens. Dans 50 ans, si l'on y prend garde, dans 50 ans, les vrais Ivoiriens ne seront plus les Ivoiriens. Les Ivoiriens de souche ne seront plus Ivoiriens. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie, en Tunisie. Ce qui se passe en Afrique du Sud, sous nos yeux.
Tu comprends ça? En Afrique du Sud, les Blancs ont des terres. Ils sont propriétaires terriens. Il y a des villages en Afrique du Sud, noirs qui ne rentrent pas là-bas. Il y a des endroits en Afrique du Sud, tu es noir, tu rentres là-bas, on te frappe, on te tue même. En Afrique du Sud. Ça a commencé comment? C'est comme ça que ça a commencé. Mais actuellement même en Côte d'Ivoire, il y a des plages privées. Colonisation par peuplement. Attends, tu comprends un peu? Donc, ça là, c'est un problème qui nous concerne, nous tous, autant que nous sommes. Parce que dans 10 ans, 15 ans, ils vont diviser la Côte d'Ivoire en deux. C'est de leur plan. Tous ceux qui disent Ngo, là, les Djoulas, à partir de ce ils vont couper la Côte d'Ivoire en deux. Et ils vont aller nous trouver là-bas encore, ils vont nous arracher nos terres. Est-ce que tu comprends ça? Voici la Somalie. Devant tout le monde, hein? Ils ont créé la Somaliland. Quel est l'État qui a reconnu la Somaliland? Israël. Ils ont créé Somaliland. Voici le Soudan. Ils ont coupé le Soudan en deux. Ils ont créé le Soudan du Sud. Là encore, ils sont en train de couper encore un autre morceau sur le Soudan. Le Darfour. C'est un plan. Voici le Mali. Ils sont en train de couper le Mali en deux devant nous tous. Voici le Niger. Et on pense que c'est un jeu. C'est pas un jeu. C'est un processus de remplacement. C'est un processus de remplacement. Ils veulent nous remplacer. Donc aujourd'hui, quand je vois les autres peuples de Côte d'Ivoire, regardez dans l'indifférence les ébriés, les Achans, en train de se faire malmener par Draman et la France, j'ai pitié. Moi, je parle avec les Achans. Moi, je parle avec eux. Les gens là souffrent. Les gens disent les ébriés vantaient. Non, hein. Tu as vu ce que Youssouf Kouyaté, non? Ou bien quoi là? Youssouf Doumbia, le maire de Benjeville, là. Tu as vu ce qu'il est en train de faire aux gens? Il installe des chefs de village qui n'ont même pas le droit d'être installés. Il choisit des chefs de village pour les gens. Tu comprends? En transgression totale de leurs coutumes et leurs lois. En transgression totale de leurs coutumes, de leurs us et coutumes. Ils vont leur imposer des chefs de village. Est-ce que tu comprends? Donc ça là, nous, ça veut dire que quand on dit chef d'Ivoire, le pays nous appelle. C'est ça qui est là. Le pays nous appelle, nous tous. On doit se mettre ensemble, nous tous, pour combattre ça. Les nudistes qui sont allés sur la plage de Monogara, t'as vu les Diawa? Ah bon d'accord. Les populations n'avaient plus le droit d'aller à la plage. Je suis eux-mêmes les terres. Tu comprends? Sinon, le développement avec les villages à l'intérieur des villes, ça existe au Canada. Ça existe aux États-Unis. Il y a des autochtones, les armées indiens là. Ils ont leur village là-bas. Ils ont leur village. Quand ils voient une multinationale venir vers leur village pour venir faire des travaux, tu les vois, ils protestent. Quand ils prennent les juges, les avocats, pour attaquer, quand ils voient que ça ne bouge pas là, ils vont à la Maison Blanche. Ils guettent la Maison Blanche, ils rentrent dans la Maison Blanche, morceau par morceau. Ils rentrent un peu, ils rentrent un peu. Quand ils sont rassemblés là, ils s'asseyent dans le couloir. Et puis là, ils appellent la presse. Quand on leur demande, ils disent qu'ils n'ont plus où dormir. On veut leur arracher leur village. Et puis le président en question est obligé d'arrêter les travaux et puis les reloger. Aujourd'hui où je te parle, là, il y a des villages là-bas. Mais pourquoi Draman ne va pas voir les ébriers dans Abidjan là? Ah, parce que l'Abidjan, la Côte d'Ivoire ne doit appartenir à personne à part la France. Tu comprends ça? Voilà la vérité. Vraiment. Famille, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Parce que vous allez monter après pour poser vos questions aussi. Mais moi, je vais finir, voilà, mon truc. À moi. Franchement, tu maîtrises le dossier. Et vraiment,
Je dis toujours merci à Dieu de te vraiment de te donner la santé. Parce que c'est pas facile. Et le courage que tu as. Mais nous avons un procureur qui a fait un communiqué pour dire que ce qui s'est passé à Koumassi campement là ne ressort pas de l'État de Côte d'Ivoire. Le projet Aliou Broujac là, qu'est-ce que tu en penses de ça réellement? Parce que là, il est recherché jusqu'à présent, il n'a pas encore été vu, il n'a pas encore été attrapé. Et l'État nous fait comprendre que ce projet qui a été fait à Koumassi campement ne ressort pas de l'État et que la justice n'a jamais à donner son accord. Les familles sont dehors aujourd'hui. C'est ça que je te dis là. Les populations, les sinistrés, les populations de Koumassi campement elles-mêmes là, elles ont compris la supercherie. Le gars a dit qui est au courant maintenant? Quand le gars a dit qui est au courant maintenant? Mais tu sais que les gens là ne sont pas des couillons. Ils savent lire entre les lignes. C'est de la poudre de prélève-pimpin. Broujac là. Avant même que le procureur n'en parle, moi j'avais dit, ne vous focalisez pas sur Broujac. Broujac c'est comme Komé Bakary. Broujac c'est comme Komé Bakary. Tu sais, tu connais Komé CC? Komé CC c'est le grand frère de Komé Bakary. Ah oui, celui qui a l'hôtel là. L'hôtel, Hilton Hôtel là. Voilà, oui. Voilà. C'est le grand frère de Komé CC. Komé Bakary. Komé CC là, c'est l'un des plus grands financiers de la rébellion. Du RDS sous la rébellion. C'est l'un des plus grands financiers. Même Bétogo d'Ivoire là. Bétogo c'est un grand financier. C'est un grand financier du RDS sous la rébellion. Comment il s'appelle? Solo Guillaume. C'était un grand financier du RDS. Il a dit non. Il finançait Ouattara. Donc il faut les récompenser. Pour les récompenser, il faut arracher les terrains des gens, les maisons des gens, pour exploiter les terrains. Il travaille avec les magistrats corrompus. Le ministre de la Construction, l'ex-ministre de la Construction, Bruno Nabagny-Kone, qui est aujourd'hui devenu ministre de l'Agriculture à cause de l'affaire Café Cacao, lui, il y a lui, la femme de Ouattara, Komé CC, Komé Bakary, et tout le Boigny derrière, pour arracher les terrains des gens. D'accord? Komé CC, Broujac est engagé dans ce même registre. D'accord? On l'utilise pour prendre les terrains des gens. C'est pas sa première fois. C'est pas sa première fois. Non, c'est pas sa première fois qu'elle est. C'est pas la première fois. À commencer même, il s'est déjà illustré. Donc on les utilise pour arracher les terrains des gens et pour exploiter. Vous comprenez? Avec Dao Poulin. Dao Poulin, le maire de... comment ça? Atekoubé là. Atekoubé. Lui, il est dedans. Lui, il est dedans. Bébé Mambé, qui est là, il est dedans. Dans le plan. Mais Bébé Mambé a refusé de casser. Parce qu'il se disait qu'il était trop mal placé pour détruire les maisons de ses frères. Tu comprends? Donc ça, il fallait confier ça à Siba Kogo. Sinon, c'est un plan, d'accord, qui est mis en place. Ceux qui sont derrière là, ils ont tout qui décident. La France et Dominique. La France et Dominique Ouattara. Dominique Ouattara engage, si c'est pas Congo, excusez-moi, c'est pas droit d'honneur, engage, si c'est pas Congo, engage le gars d'Atekoubé là, et engage, comment on appelle ça, les terrains vraiment là, eux tous sont dedans. Mais c'est un projet de la France qui doit être exécuté. Tu comprends? Mais est-ce que c'est ce qui qualifie le silence de Draman? Est-ce parce que Draman jusqu'à présent n'a pas encore parlé? Hein?
Est-ce que c'est parce que les deux sont déjà pipés que Draman ne dit rien, ou bien ça ne résolve quasiment pas parce que RFI a appelé l'État de Côte d'Ivoire, RFI a dit, l'État de Côte d'Ivoire fait comprendre à RFI que ça ne ressort pas de l'État mais plutôt du district. Est-ce que c'est pour ça que Draman ne dit rien? Il m'a dit quoi? C'est lui qui a envoyé. C'est lui. C'est sa femme. En fait, écoute-moi très bien. Sa femme lui dit, voici le plan qu'on doit exécuter. Il ne peut pas dire non. Il ne peut pas dire non. Sinon, lui-même, il sait que ça, là, ça ne lui plaît pas. Mais il parle de pourquoi il a dit non. S'il dit non, il s'en va. On t'a mis là pour un travail. Et on te demande de faire le travail pour lequel on t'a mis là, et tu refuses pourquoi? Alors on te change. Donc, pour ne pas être changé, lui, il accepte. Tu comprends, non? Lui, il ne peut rien dire. Absolument rien dire. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi, quand les populations, quand on a dit aux gens, Draman a violé la Constitution, levons-nous. Les gens n'ont pas compris. Parce qu'un homme qui ne doit pas sa légitimité au peuple s'en fout du peuple. Draman, là, il ne doit pas son pouvoir au peuple. Son pouvoir, là, ce n'est pas le peuple qui lui a donné. Ceux qui lui ont donné le pouvoir, c'est la France et ses amis. Donc, lui doit sa légitimité à ceux-là. Si eux lui disent, tu vas rester, lui, il se dit qu'il va rester. Quand eux lui disent, tu vas quitter, il commence à trembler, il demande pardon. Tu comprends, non? Parce qu'il ne doit rien au peuple de Côte d'Ivoire. Mais c'est pas toi qui l'as installé. Tu t'as qu'un problème à lui. On t'a dit, lève-toi pour que le gars là, il nous respecte. Tu t'as assis. Ceux qui l'ont soutenu, qui ont protégé son pouvoir, pendant que les autres se sont levés là. Bon, toi tu étais assis et tu regardes. Ceux qui se sont levés n'ont pas pu le dégager. Maintenant, ceux qui ont protégé son pouvoir, il va faire tout ce qu'eux demandent. Ça va de soi. Ou bien, ça va de soi. Oh! Regarde le dans l'AES. Regarde le dans l'AES. Le président, Capitaine Ibrahim Traoré, quand le peuple commence à grogner par rapport à certains problèmes, soit il envoie son ministre dont dépend le problème, ou bien lui-même il sort et il rassure le peuple, ou bien il appelle le peuple. Parce que lui, il dirige une révolution progressiste et populaire qui dépend entièrement du peuple. Tu vois bien, lui, son pouvoir là, ce n'est même pas son pouvoir comment on appelle ça, qui dépend du peuple. Non, le peuple fait partie de son pouvoir. Le peuple fait partie de son pouvoir. Le peuple est sa boussole. C'est le peuple qui le guide. Donc un homme comme ça, là, il ne peut pas venir casser des terrains dont les gens détiennent des ACD, des titres fonciers. Des titres fonciers. Lui, il peut pas faire ça. Mais un homme dont le pouvoir dépend de la France, c'est la France qui lui a donné son pouvoir. Mais il va faire quoi avec toi, le peuple? Toi, peuple, là. Il va faire quoi avec toi?
Tu pleures, tu pleures pas, lui, il s'en fout. Tant que Macron n'est pas fâché, lui, là, il n'a pas de problème. Si Macron se fâche tout de suite, il va monter dans l'avion pour aller en France. Si Macron se fâche tout de suite, il monte dans l'avion, il va en France. Pour aller demander une nouvelle. Pourquoi tu es fâché? Tu veux quoi? Et il va faire. Parce que c'est Macron qui lui donne le pouvoir, qui garantit son pouvoir, qui protège son pouvoir. Allez, tu vas bien. Donc, si le peuple n'a pas pris conscience de ça, pour dire que ça, là, ça ne peut plus continuer, alors, Ouattara va continuer à essuyer son pied sur le peuple de Côte d'Ivoire comme un paillasson. C'est ça qui est la vérité. Alors, tu comprends un peu? C'est ça qui est la vérité. Donc, il ne va pas parler, il s'en fout de... Pourquoi il va parler? T'as quel problème? Il va parler pour quoi? Pour qui? Je vois les gens, présent, c'est nous, on t'a mis au pouvoir, c'est nous le peuple là. Tu as élu qui? Toi, tu as élu Ouattara? Qui l'a élu en Côte d'Ivoire? Tu as élu où? Il y a eu élection? Les gens se blaguent quoi. Ils pensent qu'ils sont dans un pays de droit de l'homme, un pays démocratique. Donc, ils ont voté. Tu as voté où? Toi, tu as fait quelle élection? Tu te blagues? On dit il faut faire en sorte qu'il y ait élection. Et que lui là, lui qui dirige là, il se dit, s'il ne fait pas attention, le peuple qui m'a élu là, il va me retirer sa confiance. Donc, j'ai intérêt à bien me conduire. Là, c'est un président qui a été élu par le peuple. Regarde en Afrique du Sud. Regarde en Afrique du Sud. Tu vois ce qui se passe là? Ramaphosa est sorti, il a parlé. Tu as suivi son discours. Il a fait un discours équilibriste, mais de fou. Il ne s'est pas attaqué au peuple qui est de la rue. Hein. Et là, tu le vois sortir pour le frapper. Parce qu'il sait que s'il ne fait pas attention, ceux-là vont le chasser. Et c'est eux qui l'ont installé. Ils sont eux qui l'ont élu. Ouais, c'est ce que je comprends pas. En Afrique du Sud, là, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais en Côte d'Ivoire, dès que le peuple veut se réveiller, c'est l'armée, c'est le procureur. Ça, on n'a jamais compris ce truc-là. Ouais. Parce que là-bas, là, le peuple, là, il a le cerveau dans la tête. Le peuple, là-bas, le cerveau du peuple sud-africain n'a pas été bouffé. En Côte d'Ivoire, par contre, le cerveau est bouffé. Qu'est-ce qui a bouffé le cerveau de la Côte d'Ivoire, du peuple ivoirien? 1. La religion. La religion. 2. La distraction. La distraction. 3. La peur. Tu comprends ce que je dis là? Le peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je te le dis en toute sincérité, hein, les gens m'excuser, mais il faut qu'on dise la vérité. Le peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a perdu les vertus d'un peuple digne. On n'est plus vrai peuple. On est devenu peuple façon. Parce que des gens dont on casse les maisons, des gens dont on refuse de payer leur produit. Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a une répression aussi qui se vit, qui plane sur la Côte d'Ivoire, parce qu'on a une armée qui n'est pas éduquée, on a un procureur qui regarde dans un seul sens, on a un gouvernement qui... Est-ce que c'est pas ça qui terrorise le peuple aussi? Je viens, tu vas me comprendre. Un peuple dont on refuse de payer les produits, et il est assis, et il regarde. Qu'est-ce qu'il dit, le peuple de Côte d'Ivoire? Pour la quasi-majorité, qu'est-ce qu'il dit? Dieu va faire. On laisse à Dieu. Dieu très haut, Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui est fort. Dieu va les punir. C'est ce que nous font là. Dieu va les punir. Comme le camarade discours va le dire. Ça va aller.
Mais Dieu nous regarde et puis dit, mais il y a trop de fous en Côte d'Ivoire, hein? Qu'est-ce qui se passe? Dieu nous regarde et puis il y a trop de fous en Côte d'Ivoire. Par contre, les Sud-Africains, et pourquoi je dis la vérité, hein? Les Sud-Africains, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant l'apartheid, tu peux dire que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire était violent que l'apartheid? L'apartheid, c'était une disposition constitutionnelle qui avait été mise en place pour réduire le peuple, le noir, d'accord, à l'esclavage en réalité. Pour réduire le noir à des sous-hommes par rapport aux blancs sud-africains. Steve Biko, qu'est-ce qu'il a fait? Steve Bantou Biko, il a été tué. Les Ramaphosa que tu vois là, les Syriens Ramaphosa que tu vois là, les Jacob Zuma, les Thabo Mbeki, que tu vois là, ceux qui étaient présidents après Mandela là, c'est les gens qui ont lutté contre l'apartheid. C'est les gens qui ont pris une guerre. Ceux que tu vois là, ils ont pris armes. Ils ont pris une guerre contre blanc. Ils ont allumé blanc. On les garde. Pendant que ceux qui ont déjà là, pendant qu'ils vont les enterrer, arriver à l'enterrement, ils font manifestation. Les blancs arrivent, ils gardent d'autres parmi eux, eux gardent encore parmi les blancs. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que les gens disent, bon, les Sud-Africains, tout le monde entier, tous les Africains les ont aidés, tous les Africains les ont aidés, c'est comme si, et puis ils font ça aux Africains. Mais tous les Africains les ont aidés, mais tous les Africains n'étaient pas sur le terrain. Moi, je connais ce qu'ils font là, hein. Mais ils ne sont pas responsables de tout ce qui se passe. Tu comprends ça? Ils ont souffert. Les parents sont morts. Ils ont donné leur poitrine pour récupérer leur pays. Tu comprends? Et voilà, l'AES. Les gens sont en train de lutter dans l'AES. On les soutient. L'Afrique les soutient. Mais ce n'est pas l'Afrique qui meurt. Ce sont eux qui meurent. Ce sont eux qui sont au front. Demain, là, quand ils vont libérer leur pays, là, ils vont entamer le chemin vers la prospérité. Ça va commencer à péter ici. Les gens commencent à devenir riches. Les autres pays africains vont venir les envahir. Tu vois ce que ça va donner? Tu vois ce que ça va donner? Donc, luttons. On ne peut pas s'asseoir et dire Dieu va faire. Pourquoi? Si les Sud-Africains s'étaient assis pour dire Dieu va faire, aujourd'hui l'Afrique ici serait toujours gouvernée par des Blancs. Ils se sont levés et ils sont battus. Mais aujourd'hui, on voit très bien qu'ils sont en train d'arracher les terrains des gens, les villages des gens. Et puis quand ils arrachent comme ça, là, c'est les Blancs, c'est les étrangers, les Libanais qui viennent s'installer. Ils arrachent aux Noirs, ils donnent aux Libanais. Ils arrachent aux Noirs, ils donnent aux Marocains. Ils arrachent aux Noirs, ils donnent aux Français. On voit très bien et on s'assoit et on dit Dieu, est-ce qu'il y a cerveau encore? De toi à moi. Est-ce qu'il y a cerveau? Il n'y a pas cerveau. Il n'y a plus cerveau. Mais en France, tu vois le peuple français, il est nationaliste et il est éveillé, il est révolutionnaire dans l'âme. Il faut le lui reconnaître. Il faut le lui reconnaître. Il faut regarder les Anglais. On parle, mais français n'aime pas foutaise, hein? Non. Français n'aime pas foutaise, hein? Il ne peut pas. Regarde, Boris Johnson a aujourd'hui celui qui est là. Les Anglais, ils ont changé 3 premiers ministres. C'est le 3e qui est là. Allez, tu vas ver. Parce que quand tu leur fais foutaise, ils sont 4 millions dans la rue. Tu penses qu'on ne les tue pas? Tu penses qu'on ne les tabasse pas? On tabasse. Tu as vu les gilets jaunes, non? Les gilets jaunes. Il y en a qui ont perdu les yeux. Il y en a qui ont perdu les bras. Il y en a qui ont eu les pieds cassés. Mais ils sont sortis. Mais nous, les Ivoiriens,
Quand on s'en cassé maison des gens, nous on s'assoit et on dit Dieu va les punir. Est-ce qu'il y a cerveau de toi à moi? Est-ce que le peuple ivoirien a encore son cerveau? Tu vois, mais non, je suis désolé, mais on ne peut pas gagner de lutte avec ça. On ne peut rien gagner avec ça. C'est pourquoi il faut se projeter sur le long terme. Il faut mettre du porte à porte, du corps à corps. Pour dire aux gens, le combat là, ça ne se cantonne pas sous un toit à l'église ou à la mosquée. Le combat là, ça se mène dans la rue. Tu comprends bien? Voilà la vérité. Donc il y a un problème. Sinon quand tu regardes, les gens en train de pleurer, les gens sont en train de pleurer. Et il y a des Ivoiriens qui trouvent ça rigolo. Qui trouvent quand même le moyen de se moquer de ceux qui sont sous la pluie. Est-ce que le cerveau n'a pas foutu le camp? Le cerveau a foutu le camp. Avec ça, comment on gagne la lutte? On ne peut rien gagner. Pourquoi Gbagbo a gagné le multipartisme en 90? Il ne s'est pas assis hein, avec ses camarades. Je te parle du 18 février. Le 18 février 1992. Gbagbo a échappé à la mort. Ouattara a failli tuer Gbagbo. Ils ont tiré sur lui. Et balle l'a raté. Balle a pris une femme qui était arrêtée à côté de Gbagbo. Ils ont tabassé Simone. Ils ont failli la déjà. Ils ont enfermé Michel Gbagbo. Pourquoi? Tu sais pourquoi la manifestation? Parce que les militaires d'Oufo-Boigny, dirigés par Guy Robert, étaient allés massacrer les étudiants. Et à cause de ça, ils ont mené des manifestations pour que, comment il s'appelle, pour que Oufoué puisse punir les auteurs de ces exactions-là. C'est là où Oufoué a dit que je ne peux pas retourner mon couteau contre moi. Parce qu'il savait que c'est son armée, dirigée par Guy Robert, qui avait commis ces exactions-là. Les Gbagbo là sont sortis. À cause des étudiants, ils sont sortis. Mais aujourd'hui, plus de 100 000 personnes, en une semaine, 2 semaines, on les met dehors. Et nous, les partis politiques, on s'assoit. Et on regarde. Hey, on a notre part de responsabilité. Moi, parce que si je parle et puis il n'y a pas des partis politiques, c'est pas bon. On a notre part de responsabilité. C'est fou, hein? Non, mais ce côté-là, tu viens de toucher quelque chose où je vois les partis politiques aujourd'hui qui ne font aucune récupération. À l'époque là, du président Laurent Gbagbo, le RDF faisait récupération sur tout. Je dis, mais quasiment sur tout. Même pas de cadran RDF sort. Même votre tri a grévé dans Côte d'Ivoire. Votre tri a grévé. Allez, tu vois bien. Mais nous, on est passif. Nous, on est trop intellectuels. On fait les communications. C'est pas comme ça qu'on fait politique. La politique, c'est pour les hommes. Quand les hommes sont agressés, le politique doit se tenir debout aux côtés des hommes. C'est ça qui est la vérité. Sinon, la politique n'a pas de sens. Ou bien la politique, on l'a fait pour le pouvoir seulement. Non. Tu vois, c'est ça qui est la vérité. Donc, il y a un problème à tout ce niveau-là. Et il faudra qu'on règle ça. Il faudrait qu'on s'élève. Voilà. Mais quelle est la recette? Quelle est la recette aujourd'hui pour faire soulever les partis politiques? Parce que certains partis politiques aussi, quelque chose que tu dis, ça ne les touche pas. Tu fais des vidéos, tu essaies de les encenser, mais ça ne les touche pas. Tu essaies de faire comprendre que l'histoire est urgente. Pourquoi il n'y a personne qui réagit? Il n'y a personne qui réagit. Et il y a personne. J'ai l'impression que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour certains partis politiques, c'est un deal. Et chacun, vu que chacun a un poste,
où chacun peut-être mange avec le gouvernement, mais ne veut pas se salir les mains. Voilà, aujourd'hui, quelle est la recette? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les partis politiques comprennent que si vous récupérez sur le pouvoir de Draman là, ce n'est pas mauvais, parce qu'il a fait ça comme j'étais au pouvoir. Qu'est-ce qu'on peut dire pour qu'ils comprennent? Moi, jusqu'à aujourd'hui, je me pose des véritables questions hein, sur ça, au fait. Et on voit, comme par hasard, on voit l'autre là qui va prendre photo avec Kandia Kamara, bon, je n'ai pas envie de mentionner son nom ici. Voilà, donc il y a des choses qui se passent. Le mec est en train de regarder ballon, quoi. Ouais, il est en train de regarder ballon. Avant de parler de ceux-là, et comment on parle de nous-mêmes d'abord? Nous-mêmes d'abord. C'est vrai que nous, on est en réorganisation. On est en train de réorganiser le parti parce qu'il y a le congrès qui vient de passer, tout ça. Donc, on est en train de réorganiser le parti. Tu vois mieux. Quand le parti sera structuré totalement, tout sera en ordre. Si ce genre de choses arrivent et que tu constates une passivité au niveau de notre parti, il faut te lever. Il faut dénoncer. Alors, si on est passif, il faut dénoncer. Faut dire, c'est comme les gens sont en train de casser la maison des gens et vous êtes assis, vous ne parlez pas, il faut dénoncer ça. Moi, je te dis ça, dénonce. Parce que soit on est dans le combat ou on n'est pas dans le combat. Moi, je dis la vérité. Attends, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Mais regarde en France. Quand Macron, les éboueurs étaient en train de gréver, Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, elle est allée monter sur un camion de ramassage d'ordures. Et elle a fait le tour avec les ramasseurs. Elle s'est filmée pour montrer sa solidarité avec les gens. Mais les gens vont commencer grève dans le pays là. Nous, on se met à l'écart des mouvements syndicaux et puis on les regarde. À la limite, on fait des communiqués. Et on s'éloigne du combat de la gauche. On s'éloigne du combat de la gauche. C'est pas ça. Moi, c'est pas comme ça moi je connais Gbagbo. C'est pas comme ça moi je connais Gbagbo. Mais comme lui-même il a pris les choses en main aujourd'hui, je pense que ça va changer. Parce que les gens sont en train de nous assujettir. Ils sont en train de nous exproprier. Ils sont en train de nous chosifier. Ils sont en train de nous réduire en esclavage dans notre propre pays. Et on pense que on doit être politiquement correct pour attendre 2030. Mais arrêtons de faire la politique. Puisque si on veut le politiquement correct pour attendre 2030, ils ont au moins 10 coups d'avance sur nous. Au moins 10 coups d'avance. On ne pourra pas gagner en 2030. Avec ça, là, si on ne se lève pas et qu'on reste dans ce registre, on ne va pas gagner 2030. Ils vont gagner 2030. 2035, ils vont gagner. 2040, ils vont gagner. Alors, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Mais puisqu'on a un peuple qui a perdu son cerveau. Donc, il faut aller vers ce peuple-là pour lui dire, hey, va récupérer ton cerveau, là. C'est nous, on doit faire ce travail. Le corps à corps. Il faut qu'on arrive à réinculquer au peuple de Côte d'Ivoire le sentiment nationaliste. La fibre patriotique. Il faut qu'on arrive à faire renaître ça chez le peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est plus patriote. Il parle, mais il n'est plus patriote. Il n'est plus nationaliste. Tu comprends? Il n'est plus nationaliste. Il est devenu individualiste. Isolationniste. Chacun pour soi. Dieu pour tous.
Il n'y a plus de on. Il n'y a plus de nous. C'est le je, c'est le moi. Et avec ça, on ne peut rien faire. On ne peut gagner aucun combat. Aucun combat on peut gagner avec ça. Donc, il faut reprendre à zéro. On nous a perdu 15 ans. 15 ans. Nous, on a perdu 15 ans. Ils ont gagné 15 ans. Quand ils disent, eux, ils parlent de la France. Ils ont pris 15 ans à détruire le peuple de Côte d'Ivoire à tous les niveaux. 15 ans. Aujourd'hui, là, Canal plus que d'Ivoire, là, en Côte d'Ivoire, là, si tu veux faire passer un film sur Canal, si la fille de la femme de Draman, Nathalie Folorou, elle ne dit pas lui, là, ça passe pas. C'est moi qui te parle. Si tu veux faire passer une émission sur MCI, sur Live TV, sur RTI, et que le fils à la femme de Draman ne te dit pas lui, ça passe pas. Tu comprends là? Si tu veux faire une activité traditionnelle en Côte d'Ivoire, si Draman dit ça passe pas, ça passe pas. Donc, ils ont pris 15 ans pour détruire le cerveau de l'Ivoirien. La drogue, les Kadhafi, le whoopisme, le chacun pour soi. Ils ont détruit le sentiment nationaliste. Ils ont détruit le patriotisme. Tu comprends un peu? Donc, il nous faut reprendre tout à zéro. On ne doit même pas regarder 2030. On doit se projeter sur le long terme. Et ça doit commencer maintenant. Faire du corps à corps. Du corps à corps. Parler avec les gens. Parler avec les gens. Parler avec les gens. Discuter. Ne jamais se fatiguer de discuter avec les gens. Leur parler. Leur parler. Refaire naître en eux. D'accord? La fibre patriotique. Si on ne fait pas ça, c'est pas bon. On ne peut rien gagner. Ou bien, un militaire prend le pays et puis on fait le travail sous la gouvernance de ce militaire-là. Ou bien, on mène le travail malgré l'adversité du RDR. Tu comprends? Voilà. On continue. Ouais, je vais saluer parce qu'on était déjà lancé.